Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce 5e épisode de Futsal Club, la seule émission à parler 100% futsal. Au programme aujourd'hui, le match nul décevant de l'équipe de France face à l'Arménie dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2022. La rencontre en retard de la 8e journée de D1 entre Mouveau-Lille et Toulouse, celle de la 12e journée qui opposait Toulon à Béthune. Enfin, on fera le point à un peu plus d'une semaine de ce rendez-vous historique de 8e de finale de la Ligue des Champions qui opposera le FC Barcelone à Access. Autour de moi, un très beau plateau. Comme chaque semaine, Jean-Pierre Sabani, élu à la Ligue de football amateur, représentant des clubs de futsal de D1 et de D2. Jean-Pierre, comment ça va? Très bien, bonjour à tous. Christophe Benmaza, manager général du Nantes Métropole. Christophe, tu étais là la semaine dernière, ça t'a plu, tu as décidé de revenir? Exactement, bonjour à vous. Bonjour, et Samir Djabali, mon fidèle compagnon, présent à mes côtés chaque semaine. Samir, on a un beau programme, on va casser un petit peu de sucre sur le dos de l'équipe de France. Salut messieurs, on va peut-être un peu casser de sucre, mais on a surtout perdu nos paris la semaine dernière. Ouais, vous avez été très très mauvais en paris, Christophe, Samir, vous aviez misé sur une victoire. Et on aura un nouveau petit jeu de pronostics dans cette rencontre, j'espère que vous serez bien meilleurs. On commence bien évidemment avec ce match donc, de l'équipe de France. Les images, l'équipe de France qui affrontait l'Arménie. Les Bleus ont arraché un point presque miraculeusement après avoir été menés 3 buts à 0. Une première réalisation arménienne que vous avez vue de Melkonian à la 6e minute après une sortie ratée d'Haroun. Un second but inscrit à la 13e minute par Machoumian. Et puis Melkonian qui inscrit un doublé après un repris défensif un peu trop lent, la 14e minute. Finalement, les Bleus sont revenus dans le match grâce à un but de Nelson Lutin, le joueur d'Access, au quart d'heure de jeu. Et puis en deuxième période, alors qu'on revoit ce but de Nelson Lutin, en deuxième période, c'est Landry Ngala qui ramène les siens à 3-2 à la 21e minute. Kevin Ramirez qui égalise finalement sur un travail en pivot, mais dans la foulée, Aslanian, le capitaine, redonne l'avantage aux Arméniens. Et puis enfin, c'est Landry Ngala qui permet aux Bleus de revenir à 4 buts partout pour limiter la casse. Je vous propose de revivre un instant en inside, au cœur des vestiaires, à la mi-temps, puisque finalement c'est là que tout s'est joué. En deuxième mi-temps, les Bleus sont revenus avec de bien meilleures intentions. On revit la causerie à la mi-temps du sélectionneur Pierre Jacqui. Tout par de là déjà, hein. On aura comme ça une dizaine de ballons qu'on n'a pas eu entre la mi-temps et qu'on pourra jouer. Et on pourra les contrer au lieu de se faire contrer, hein. L'agressivité dessus, hein, vraiment. Et en se parlant fort, en leur faisant peur. Parce que c'est évident que le match il n'est pas fini, hein. Allez, première des choses, hein, l'agressivité. Deuxième des choses, quand nous on a le ballon, les gars, pensez à faire ces courses, pensez à libérer des espaces. À ce moment-là, le dribble intérieur il passe. D'accord? Mais dès qu'on fait juste la circulation d'un côté à l'autre, ils ont le temps de faire leur doublette et alors c'est difficile. Mais dès que ça va un peu vite, Landry, Nelson, le dribble intérieur, il passe, ils arrivent pratiquement à frapper à tous les coups, hein, à condition qu'avant, on ait pu les mettre un tout petit peu dans le 1 contre 1, un tout petit peu, et pas qu'il y ait le 1 contre 2 où ils peuvent tranquillement coulisser. Jean-Pierre, elle a fait la différence, cette causerie à la mi-temps du sélectionneur? En tout cas, elle a reboosté, ce qui était tout à fait normal et naturel, hein. Rappelons quand même le contexte, malgré tout, dans une situation assez complexe, le fait de ce déplacement, en tout cas l'équipe de France a mis tout en œuvre pour que les joueurs puissent être dans les meilleures conditions. Ensuite, il y a eu quand même un manque avec du côté d'Abdesamad Mohamed, donc le pivot international qui a manqué beaucoup, qui était absent effectivement pour cause de souffrance en tous les cas, et qui aujourd'hui, l'équipe de France a manqué un petit peu, je dirais, sur le plan comptable, effectivement, on peut avoir des regrets, mais en tous les cas, sur le plan du jeu, en étant mené quand même malgré tout de 3-0, revenir juste avant la mi-temps avec ce petit but, ça a donné de l'espoir, de l'espérance. Ce qui a été en tout cas prolifique, et on le voit, hein, Pierre Jacqui bien expliqué en disant ça a manqué d'agressivité. Ils sont revenus avec de meilleures attentions. Donc à un moment donné, forcément, il y a des temps forts et des temps faibles. Et à un moment donné, dans les temps faibles, les Arméniens ont profité pour marquer ce 4e but. Mais les ressources, en tout cas mentales, étaient là du côté français pour égaliser avec ce score donc partagé de 4 partout. Christophe, ce score justement de 4 buts partout, il est assez décevant. Tu avais été un des premiers à miser sur une victoire des Bleus. Finalement, il rentre avec seulement un match nul d'Erevan. On va dire qu'il limite la casse, c'est déjà ça, mais oui, c'est décevant. Décevant pour 2 raisons, parce qu'ils nous ont habitués à mieux et qu'ils ont les capacités de faire beaucoup mieux. Et puis décevant parce qu'au vu de la deuxième mi-temps, ils ont quand même fait le plus dur en revenant au score. On avait peur justement que cette équipe
une fois qu'elle mène au score, c'est soit difficile à manœuvrer avec une grosse assise défensive. Et finalement, ils ont réussi à revenir. Ça prouve bien qu'en première, ils ont quand même laissé passer leur chance avec un excès de confort, je pense, un peu de facilité. On va faire le point sur le classement avant de continuer de débriefer ce match pour voir un petit peu la situation de l'équipe de France. Les Bleus sont deuxième, juste derrière la Russie, avec 4 points de moins, 1 point de plus que la Géorgie et l'Arménie. Ils restent tout de même assez bien positionnés, mais n'ont pas énormément de points d'avance sur les poursuivants. Justement, le programme des Bleus, on va le voir, et il est assez compliqué puisqu'ils affronteront la Russie lors d'une double confrontation le 5 et le 9 mars prochain avant d'affronter la Géorgie le 9 avril et enfin ils rejoueront contre l'Arménie le 14 avril prochain. Samir. Très sincèrement, j'étais moi assez optimiste. Hein. C'était pas que le côté chauvin, je pensais vraiment que l'équipe de France allait faire vraiment un bon match. On en a parlé dans l'émission de la semaine dernière. On a dit que c'était un match décisif, etc. Mais où est-ce qu'ils ont pêché en fait? Ils s'attendaient peut-être pas à une entame de match difficile. Alors effectivement, le point positif, c'est qu'ils ont réussi à revenir au score, ça c'est très bien. Mais quand on démarre aussi mal le match, c'est dû à quoi? Le haut niveau ne pardonne pas. Donc c'est clair. La base, et on l'a vu d'ailleurs sur les différentes images, la maîtrise de la début de rencontre, elle est française. Elle est indéniable. Les Arméniens ont décidé de jouer bloc bas. À partir du moment où vous n'arrivez pas à trouver de solution, il est clair que le moindre détail peut se payer cash. La preuve en est, c'est qu'à un moment donné, il y a ce ballon qui va en plein axe, que Djamel anticipe, glisse à un moment donné, malheureusement remet le ballon au mauvais endroit, et derrière, cette Arménie, elle marque le but toute chanceuse. Et là, automatiquement, l'équipe de France, c'est là où elle a commencé un petit peu à douter. Derrière, il y a une récupération de balle sur le deuxième but, encore une fois, où on est en phase d'attaque, donc cette attaque vers l'avant, on perd cette balle directement, il y a ce deuxième but. Donc déjà, le moral, ça s'est joué dans le moral, en tout cas au niveau moral, et c'est pour ça que le coach Pierre Jacquier, à la mi-temps, a réussi à trouver les mots pour revenir dans la partie. Mais honnêtement, je veux dire, on s'en sort bien. Même si, encore une fois, tout le monde était convaincu que l'équipe de France allait gagner en Arménie, ce qui était le but d'ailleurs. Christophe, est-ce que après la prestation des Bleus, alors qu'on s'attendait à une victoire, est-ce que tu doutes un petit peu de leur capacité justement à aller chercher cette deuxième place? On imagine que la première, au regard des performances de la Russie, ça risque d'être un peu compliqué. L'objectif, c'est clairement la deuxième place pour pouvoir se qualifier, mais on n'a pas un matelas assez confortable face à nos poursuivants. Sur le contexte direct, non, je ne doute pas, parce que le calendrier est quand même favorable. La double confrontation contre la Russie va permettre peut-être de remobiliser, de se réentraîner, de se remettre à niveau avant les 2 matchs décisifs à la fin. Mais par contre, j'ai plus de doutes sur la continuité de cette équipe-là, avec des grosses performances sur les dernières campagnes. Et puis là, une équipe qui stagne un petit peu. On ne peut pas parler de déclin pour l'instant, mais on imagine peut-être du sang frais, un renouveau dans les futurs mois. Et comment tu vois cette performance, cette rencontre, Jean-Pierre, face à la Russie? Est-ce que tu crois que les Bleus peuvent créer la surprise? Alors il faut savoir autant que face à la Géorgie et face à l'Arménie, l'équipe de France était, on peut dire, peut-être pas favorite, mais en tout cas elle était en bonne posture. Là on sait que d'ores et déjà, tous les amateurs de futsal, on sait que la Russie avait quand même 10 buts marqués, 0 encaissés, donc déjà la différence elle se fait à ce niveau-là. Donc ça ne peut être que positif. On sait d'ores et déjà, il ne faut pas se mentir, on sait que peut-être qu'on va perdre les 2 matchs. Mais justement, c'est là-dessus où l'équipe de France va pouvoir, encore une fois, pourquoi pas, créer la surprise. En tout cas, il serait de bon augure, effectivement. Avant, comme l'a évoqué Christophe, les 2 dernières rencontres qui resteront, encore une fois, complexes et compliquées parce qu'il faudra gagner et en Géorgie, et ensuite le dernier match face à l'Arménie à domicile. Mais c'est important ce que dit Jean-Pierre, c'est vrai que l'équipe de France a changé de statut ces 3 dernières saisons. Elle était tout le temps outsider et elle est devenue finalement favori face à des nations comme l'Arménie ou la Géorgie. Donc là dans ce contexte-là, on a vu que c'était à elle de faire le jeu, à eux de mener le ballon, et c'est là qu'elle a multiplié les erreurs, les fautes directes pour que l'équipe contre. Donc l'équipe de France n'avait pas forcément l'étude de ce costume-là. Donc là, ça va être intéressant de voir comment ils réagissent en reprenant un petit peu le costume sans pression d'outsider et puis jouer crânement leur va-tout contre la Russie. Ça peut les relancer. Là, ce qu'on est en train de dire, on est limite un petit peu en train de donner 0 point à la France sur la double confrontation contre la Russie. Est-ce que l'Arménie, même la Géorgie, est-ce qu'ils n'ont pas l'ascendant finalement psychologique sur l'équipe de France, le fait d'avoir gratté un petit point lors du premier match?
Non, je pense pas. Moi, je vois ça plutôt comme une piqûre de rappel aux Bleus pour dire attention, voilà, vous avez fait une fois une petite faute. Maintenant, il faut rester éveillé. Le deuxième match, il ne faudra pas faire 2 fois de suite les mêmes erreurs. Donc, ouais, je pense qu'ils ont piqué un coup et puis qu'ils vont prendre un beau revers au retour. En tout cas, on l'espère. Jean-Pierre, c'est un accident ou qu'est-ce qu'on doit penser en fait de cette équipe de France? Est-ce que c'est un accident? Est-ce que finalement ils sont pas au niveau? Est-ce que mentalement ils sont prêts? On se pose des questions, on s'interroge. On verra, je dirais, au mois d'avril, puisque lors de la dernière rencontre... Non, alors on verra au mois d'avril, lors de la dernière rencontre. Effectivement, cette équipe de France, elle est depuis le championnat d'Europe, elle est en train de continuer à aller de l'avant. Il y a effectivement des jeunes joueurs qui viennent, des talents, donc qui viennent apporter, encore une fois, la petite piqûre, le petit rappel derrière. Mais en tous les cas, ce serait intéressant de faire cette double confrontation, surtout à Paris, le vendredi 5 avril, qui, je pense, si on peut grappiller des points, ça sera plus le 5 avril que le 9 avril en Russie. Justement, Jean-Pierre, tu parlais de jeunes joueurs. Il y a de nouveaux joueurs qui émergent dans cette équipe de France. On en a rencontré 2 cette semaine, Mamadou Touré et Moussa Diagouraga, les 2 joueurs d'Access. Ils ont plutôt bien vécu ce rassemblement. Ils nous en ont parlé. Bah franchement, pour mon premier déplacement avec l'équipe de France de futsal, ça se passe très très bien, super bien même, j'ai envie de dire. La fédération, ils ont mis les moyens. Voilà, on est dans des superbes conditions. Franchement, c'est super. Bah, pour moi, c'est pareil. J'ai bien été accueilli. Comme il a dit, la fédération, ils ont mis les moyens. Et on est à l'aise, on est bien. La qualification pour la Ligue des Champions, le tirage au sort pour le match de Barcelone, la défaite de Mouveau. Bah, c'est vrai que c'est un enchaînement d'émotions pas pareil, on va dire. Voilà, il y a eu des beaux, il y a eu des bas. Après, c'est pour ça aussi qu'on aime le sport de haut niveau. Comment on gère ça? Bah, chacun sa méthode après, hein. Voilà, j'ai envie de dire. Pour ma part, voilà, j'essaie de pas trop extérioriser, on va dire. C'est que des bonnes choses, hein. Même s'il y a eu la défaite, on va dire que c'est un mal pour un bien. On essaye de passer à autre chose, de relativiser. Ensuite, le tirage au sort face à Barcelone, bah, ça a été un moment de joie, parce que jouer Barcelone, c'est quand même incroyable. C'est 2 choses différentes pour moi comme pour Mamadou. Voilà, moi, j'essaie de travailler énormément de choses. Avec l'entraîneur gardien, on a des spécifiques, on travaille bien. Voilà, après, on va pas dire tout ce qu'on travaille, mais bon, on travaille sur énormément de choses pour pouvoir progresser et atteindre nos objectifs. De base, je suis pas un joueur très défensif. Ça veut dire, depuis un certain temps, je travaille beaucoup ma défense pour pouvoir être polyvalent. Bah, j'étais content parce que la première fois, ça s'est pas fait. Ça avait été annulé à cause du Covid. On va dire que c'est la première. Je suis très content parce qu'on travaille pour. Et je pense que c'est que le début. Il faut continuer à bosser. Je ne veux pas dire qu'on peut pas rêver plus grand. On peut toujours rêver plus grand. C'est sûr que c'est une fierté d'être un joueur d'Access et puis aussi de l'équipe de France. Voilà, c'est sûr que c'est une fierté pour moi. C'est pas rien quand même. Après, voilà, il y a des objectifs qui sont en équipe de France et en club qu'il faut atteindre. Et puis voilà, et à ce moment-là, on pourra dire qu'on ne peut pas rêver plus grand, mais tant que les objectifs ne sont pas atteints, et bon, on peut continuer à rêver toujours. La première chose, c'est gagner le championnat en club. La deuxième chose, aller le plus loin possible en Ligue des Champions, vu qu'on est encore en liste. Et puis pour l'équipe de France, c'est la qualification, coûte que coûte la qualification pour l'Euro 2022. Voilà les prochaines étapes de la carrière sportive. Moi, les prochaines étapes, c'est avoir du temps de jeu à Access, continuer à avoir du temps de jeu, être appelé régulièrement en équipe de France. Après, comme il a dit, aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Ça, c'est l'objectif numéro 1.
Elle est belle cette nouvelle génération des Bleus, on leur souhaite d'aller très très loin avec cette équipe de France. On jette un œil aux principaux résultats donc, de cette semaine internationale. On aperçoit cette large victoire de l'Ukraine face en Albanie, 10-3. La victoire aussi également de l'Italie, ce match nul entre la Belgique et la Finlande. On l'a dit, la Russie a écrasé l'Arménie 6-0, victoire de la Croatie face au Danemark. Et enfin, match nul du Portugal de Ricardinho face à la Pologne. Une petite surprise pour terminer cette page internationale. On vous a préparé le florilège, les plus beaux buts donc, de cette semaine, de ces matchs internationaux. Je vous propose de le découvrir. Eh bien parfait, 3-3, ça fait du bien. C'est sûr que ça fait du bien, hein. On le disait, la seule solution pouvait venir en jouant dans la profondeur, dans le dos des défenseurs. Attention l'opportunité. Oh non. Aïe 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 aïe. De gara, Mațapolții, Negara, dribbling, șut, gol! Gol! Andrei Negara, gol! Republica Moldova! Oh, c'est fantastique, il fait danser tout le monde. Est-ce qu'il peut aller mettre le deuxième? Mais c'est pas possible. Oui, c'est la Belgique qui joue ce soir. Oui, c'est la Belgique. C'est fantastique, Karim. Les Arméniens qui sont bien en place, hein. Là on le voit, et qui attendent qu'une seule chose. Donc une fois on le répète, mais ils attendent l'erreur des Français pour partir en contre. Allez, N'Gala, magnifique ce but. Quelle action collective. Celle-là, elle est individuelle, hein, clairement. Oh là là, ce petit numéro de Landry N'Gala. Magnifique avec ce très beau but de Landry N'Gala pour terminer. Bravo à lui. On ouvre une page championnat de France de D1 avec les résultats du week-end. Et oui, malgré la semaine internationale, 2 matchs se sont déroulés samedi dernier avec cette rencontre entre Lille et Mouveau-Lille qui a battu l'UJS Toulouse 9-3. La rencontre entre Paris-Akaza et Access a été reportée. L'autre rencontre qui s'est déroulée, c'est celle de Toulon qui s'est facilement imposée face à Béthune. 7-2. Messieurs, on va d'abord débriefer cette victoire de Mouveau, le leader du championnat qui a affronté l'UJS Toulouse, donc une large victoire, 9-3. On va voir les images. Mouveau qui se présentait sans ses internationaux, Kevin Ramirez et Joévin Duro en quarantaine après leur retour d'Arménie. De jeunes espoirs comme Tristan Vandenpla ou Enzo Coelho ont brillamment pris le relais. Les nordistes se sont baladés dans leur salle avec une victoire éclatante, 9-3. Ils prennent 4 points d'avance sur Access au classement. Toulouse qui se retrouve avec cette défaite encore plus en difficulté. Toulouse est 10e, premier non relégable avec 3 points de plus que Béthune. Jean-Pierre, inarrêtable Mouveau? Non, après effectivement, les pertes des points face à Gareth Gibson, il était clair qu'ils devaient se remettre dans le droit chemin. Ils ont fait, en tout cas, avec la manière. Christophe, où sont les forces de Mouveau-Lille? Voilà, clairement, ça a été le plan de jeu, hein, déterminant, avec un début de match canon qui a après empêché Toulouse. Toulouse qui est performant dans un style plutôt défensif, et pour jouer en contre, là, une fois mené au score de 3 buts, ils ne pouvaient plus exercer leur force. Donc ouais, très, très performant sur le plan de jeu. Et voilà, on sent une grosse expérience malgré tout. C'est ce qui fait la force du collectif de Mouveau. Et individuellement, il y a 1 ou 2 joueurs qui est sorti du lot depuis le début de saison? Moi, je trouve qu'ils ont c'est le collectif, plutôt vraiment. Un collectif fort. Ils ont un effectif assez large et solide. C'est ce qui fait qu'ils sont à rythme, à un niveau constant. En tout cas, pour l'instant, ils n'ont pas fait de faux pas.
Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont cartonné encore ce week-end avec, comme je l'ai dit, de jeunes espoirs qui étaient là pour remplacer Kevin Ramirez ou Joévin Duro, les 2 internationaux français. Et malgré ça, on n'a pas vu la différence. Oui, tout à fait, parce qu'il faut rappeler que ces 2 jeunes espoirs, un qui est en équipe de France U19 et l'autre est en équipe de France U21. Là aussi, c'est important de... Tristan Van Den Plas et, Enzo Coelho. Coelho, tout à fait. Donc c'est important aussi, c'est la preuve aussi que d'autres clubs de futsal en D1 ont des internationaux et qui commencent aussi un petit peu de tout simplement titiller le haut niveau. C'est important. Mais qui peut venir jouer les troubles faits un petit peu? Il y a quoi? Il y a que Access qui peut leur créer un faux pas? Non, parce que je sais pas, Toulouse aurait pu créer la surprise ou d'autres clubs, même vous. Nous, on mais ouais, non, c'est capable. Après, Garges l'a fait, par exemple, en les faisant douter. Il y a d'autres matchs où ils ont été tout proches de se faire accrocher. Voilà, je pense que personne n'est à l'abri, clairement. L'autre rencontre de ce week-end, je vous le disais, c'est celle en retard de la 12e journée entre Toulon et Béthune. Un match entre 2 équipes plutôt en difficulté au classement face à Toulon. Donc les joueurs de Béthune sont retombés dans leur travers après le match nul qu'ils ont ramené de chez vous. Christophe, vous avez fait match nul avec vous. Béthune à Nantes, les Varois se sont baladés avec une victoire 7-2, un quadruplé du vétéran Nito, début de Thiago Souza, Poupa, Fejao. Une victoire importante pour Toulon. En revanche, Béthune peut se faire du souci. Ils vont affronter coup sur coup les 3 des 4 premiers du classement. Encore un match plutôt convaincant de Toulon. Toulon qui monte en puissance, Toulon qui confirme son gain d'énergie, même si on leur avait fait du mal sur le parquet nantais. Voilà, ils ont quand même un effectif assez performant que beaucoup de clubs jalousent. Donc voilà, là il était clair qu'après les fêtes de Noël et l'apport d'Adamadé et du Portugais Varela, ils allaient se refaire. Donc ils confirment en tout cas ce qu'on attendait de leur part. Béthune par contre qui se met dans une position très délicate avec un cycle là derrière qui pourrait leur coûter beaucoup d'énergie, beaucoup de force encore, et ça pourrait être compliqué pour eux la dernière ligne droite. Jean-Pierre, situe où Toulon dans ce championnat? Ils sont à leur place? Actuellement non, mais vu le début de saison qu'ils ont fait catastrophique, effectivement, ils ont su, encore une fois, prendre les bonnes décisions en se séparant de certains joueurs et en ramenant 2 joueurs qui ont cette plus-value, que ce soit Adamadi, que ce soit Varela, effectivement, et progressivement, en tout cas, ils ont une assise collective très intéressante et qui mériterait en tout cas de jouer les hauts de tableau. Justement, le haut de tableau, on va le voir, ce classement avec, je vous le disais, Mouveau qui est donc toujours leader avec 4 points de plus qu'Access. Access qui a un match en retard, et Hérouville complète ce podium devant le Sporting Club Paris donc, qui est au pied du podium. Et pour Toulon, c'est actuellement la 9e place avec 15 points. On attend peut-être un peu plus de Toulon dans ce championnat, alors que Toulouse, je vous le disais, est donc premier non relégable devant Béthune et Chavanoz. Messieurs, on va jouer. Oui, je sais que vous avez été très mauvais la semaine dernière au pronostic. On va voir si vous êtes meilleur en D1. Alors c'est parti avec ce nouveau jeu du pronostic qu'on découvrira régulièrement dans cette émission. Jingle. Allez, c'est parti avec ce très très beau jingle. On espère que vous serez à la hauteur. Et avec donc le programme de ce week-end en D1, on va jouer ensemble et toutes ces rencontres que l'on va découvrir. La première, ce sera donc Access Chavanoz à 14h ce samedi. Un pronostic, Christophe? Ouais, victoire fleuve, forcément, un peu similaire au match aller. S'il faut parier sur un score, je dirais allez, 2-12. 2-12 ouais, 2-12 en faveur d'Access? Oui. Pour ce qui concerne Paris à Casa Hérouville? Match serré, je veux bien un 3-3, 2-2 ou 3-3, match serré. Je vais vous faire parier sur une rencontre qui va vous intéresser. Mouveau Nantes. Joker. Non, Joker. Dans le coutume de manager nantais, je te dis exploit nantais. 3-3 sur le fil, voilà, avec un peu plus de lucidité. Si je compare les 2 effectifs actuels, la forme du moment, je dirais plutôt 3-1. Allez, on prend une dernière rencontre. On parlait justement de l'UJS Toulouse tout à l'heure. Ils affrontent Garges, une équipe qui est capable de réaliser le meilleur comme le pire cette année. Je pense que Garges, c'est typiquement l'équipe qui peut faire beaucoup de mal à Toulouse. Donc malheureusement pour Toulouse, je vois encore une déroute avec un score fleuve. Avec un +5 du côté de Garges, voilà. Allez Jean-Pierre, à ton tour, on va toujours jouer sur ces 4 rencontres qu'on a sélectionnées. Access Chavanoz. Access Chavanoz.
Je ne pense pas qu'ils vont en mettre 12, mais en tous les cas, large victoire d'Access. Large victoire d'Access. À Casa Aéroville. Un petit match nul, effectivement, des deux côtés. Nul aussi? Oui, tout à fait. Pour l'instant, c'est pareil pour tous les deux. Garges-Toulouse, UJS Toulouse. Garges-Toulouse. Garges s'impose à l'UJS Toulouse. Victoire de Garges aussi? Tout à fait. Et puis Mouveau-Nantes. Mouveau, si vous faites plaisir à notre ami Christophe. Mouveau 4-3 dans les dernières secondes. Victoire de Mouveau? Oui. Ah, c'est pas gentil pour Christophe. Allez, on vérifiera les résultats la semaine prochaine, voir si vous êtes meilleur en D1 que sur les autres matchs, en tout cas les matchs internationaux. La page Ligue des Champions, c'est parti. J-9 avant le choc de Ligue des Champions entre Barcelone et Access, une rencontre prévue le 19 février à 21h. Et vous le voyez, messieurs, c'est la grande nouvelle cette semaine. Cette rencontre sera diffusée sur la chaîne L'Équipe en prime time à 21h05. Grande nouvelle, Jean-Pierre, pour le futsal français? Forcément pour le futsal et pour le club d'Access. Encore une fois, c'est notre représentant donc au sein de la Ligue des Champions. Donc dans la même semaine, on va avoir un PSG-Barça et puis en même temps, on aura un Barça-Access. Dans la même semaine, ouais. C'est ça, c'est déjà une victoire finalement pour le développement de la pratique, pour la médiatisation du futsal en France, c'est déjà une victoire. Après, on attend qu'il fasse aussi bien sur le terrain. On en parlait dans les émissions précédentes, donc on parlait beaucoup de ce manque de médiatisation. Ça va les galvaniser, le fait qu'il soit diffusé, ou ça peut faire l'effet inverse? Question piège. Question piège. Non, je pense pas que ça va leur mettre la pression, parce qu'une fois, ce type de match-là, tu les abordes avec dans une telle bulle, avec un tel niveau de concentration que tu penses pas aux caméras. Voilà, je pense pas que c'est ça qui va les bloquer. Et puis, il faut savoir, encore une fois, que l'ossature d'Access est fait de joueurs qui ont, encore une fois, cette expérience-là. Donc, bien au contraire, je veux dire, ça ne peut être que positif. Ça ne peut être que positif. Après, le résultat, c'est autre chose. Mais ça ne peut être que positif. L'ossature d'Access, justement, elle s'est renforcée avec une recrue. On vous l'a annoncé en exclusivité la semaine dernière dans cette émission. Il s'appelle Edou. Il a rejoint donc l'équipe d'Access. Il avait déjà évolué dans les rangs du club il y a 2 saisons. Il vient de Belgique. Il est prêté jusqu'à la fin du championnat. Donc pour quelques mois, il participera à cette rencontre de Ligue des Champions face à Barcelone. Et on l'a rencontré cette semaine. Il nous a parlé de son choix et de ses ambitions avec Access. Sim, com certeza. Depois que a gente descobriu que o campeonato ia parar na Bélgica, então o próximo passo foi buscar algum lugar que eu pudesse voltar a jogar, pudesse voltar a competir, porque já estava me fazendo muita falta de jogar, de competir, de vencer jogos, de estar dentro da quadra. Isso acho que para todo atleta faz muita falta. Nunca é uma decisão fácil, né, de mudar de clube, de escolher um lugar, mas escolhi o Access por já conhecer as pessoas, por conhecer os jogadores que aqui estão, por saber do projeto ambicioso que é. Então foi uma escolha fácil no final. A equipe evoluiu bastante, né? Vieram novos jogadores, jogadores de nome internacional, jogadores com muita bagagem, com muita experiência, um grande treinador. Então evoluiu bastante, dá para ver nos jogos, no desempenho na Liga dos Campeões. Tá muito legal. Sim, me sinto pronto para jogar. Claro que preciso melhorar muito ainda fisicamente, devido a estar parado esses meses todos, sem treinar, sem jogar. Mas vou tentar me esforçar ao máximo, dar o meu melhor para poder ajudar a equipe a conquistar a vitória e fazer um bom jogo contra o Barcelona. Sim, com certeza. O meu desejo era ter ganho. Tinha até falado para o Sami que no meu primeiro ano aqui nós perdemos a final. E eu falei que no segundo ano nós íamos ser campeões, que nós faremos de tudo para ganhar. Infelizmente o Covid não nos permitiu, mas creio que esse ano a gente vai trabalhar e se Deus quiser eu vou conseguir dar um título ao Access oficialmente. O Sami me contactou assim que o campeonato belga foi declarado que terminou e que os jogadores poderiam ser emprestados. E ele falou comigo, eu entrei em contato com o presidente da minha equipe, o Halle Goik, e eles conversaram e a gente chegou num acordo e aqui estou. Bom, acho que a maioria de vocês já me conhecem.
E eu estou aqui para fazer o meu melhor, para elevar mais ainda o nome do clube, colocar nos lugares mais altos e escrever meu nome na história desse clube também, que eu acho que já começou uma história bonita e escrever mais um capítulo nela. Et on espère que Edu il apportera un peu de force supplémentaire à cette équipe d'Access pour tenter de battre le Barça. Le Barça, messieurs, j'étais sur le point de vous dire en préparant cette émission que le Barça est inarrêtable et est resté sur 15 matchs sans défaite avec une victoire en plus ce week-end en championnat face à Palma 2-1. Mais la grande nouvelle, c'est que ça y est, le Barça est tombé. Ça vient juste de se produire ce mardi soir. Le Barça a perdu en Coupe du Roi contre Catgas Santa Paloma. Une défaite, 3-1. Finalement, elle arrive au meilleur moment. Oui ou non, parce que ça peut aussi leur permettre de se reconcentrer, de se remobiliser. Et des fois, une bonne claque fait du bien, finalement. Mais voilà, ça prouve aussi qu'ils ne sont pas invincibles, que tout est possible. Même si, voilà, classé 11e du championnat, leur adversaire du jour ne sont pas non plus des amateurs. Donc, il faut relativiser la défaite. Mais ça donne de l'espoir, finalement, à Access, c'est sûr. Catgas Santa Paloma, 11e du championnat. Le Barça, on va voir les images, qui s'est aussi imposé en championnat ce week-end 2-1. Voilà, ça souffle le chaud et le froid du côté du Barça ces derniers jours. Mais ça reste une équipe prenable, puisque finalement 5 défaites en championnat, 5 défaites Samir, c'est ça ? C'était ça exactement. 5 défaites, plus cette défaite-là en coupe du Roi. Oui, après le championnat espagnol est quand même un peu plus relevé que le championnat français. Et puis leur concentration, en tout cas c'est les champions d'Europe en titre, ils vont tout miser sur la Champions League, c'est sûr. D'une manière générale, il faut aussi y voir une évolution complète de la pratique. C'était déjà vrai sur le précédent Euro. On a un niveau qui se tasse, avec un défi athlétique finalement qui nivelle toutes les équipes. On n'a plus de gros écarts fleuves comme ça pouvait être. On va voir le classement justement tout en discutant de cette équipe du Barça. Le classement de ce championnat, donc le Barça 4e avec 33 points, juste derrière Palma Futsal, l'équipe qu'ils ont battue ce week-end, Levante et Cartagena. La défaite de Barcelone en coupe, 32 points, pardon. C'est peut-être un petit signe que justement ils ont déjà la tête à la Ligue des Champions. Ils sont peut-être déjà en train de préparer le match. Est-ce que c'est peut-être pas un indice où Barcelone craint peut-être Access, non? Ils les craignent, c'est certain. Les déclarations du coach et des joueurs majeurs vont dans ce sens-là. Après, en principe, avec l'expérience, c'est quand même des joueurs qui sont sûrs de leur force, sur leur collectif, qui ont peu l'habitude de douter. On l'a dit sur les dernières campagnes européennes, ce sont des joueurs qui maîtrisent bien leur sujet. Donc non, je ne pense pas qu'il y a de la crainte. Je pense qu'il y a plus de la méfiance et de la concentration du côté du Barça. Bon, c'est aussi une preuve de respect pour le futsal français. Et la preuve, c'est que le Barça restera favori, quoi qu'il arrive, de toute façon. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour aller battre cette équipe du Barça? Regarder les matchs des équipes qui l'ont battu et essayer de faire la même chose? Non, je pense qu'il faut déjà avant tout, après le Velasco a l'habitude, les joueurs, encore une fois, c'est toute cette ossature qui ont l'habitude de ces grands moments, de ces grands rendez-vous. Et je pense que de toute façon, la rigueur, elle sera de mise. La rigueur, l'agressivité au bon sens du terme, que ce soit l'agressivité en phase défensive ou en phase offensive, donc pour récupérer les ballons. Et puis pourquoi pas avoir le doute, justement. Il faut semer le doute. Il faut y croire, sinon il vaut mieux rester à Paris. C'est exactement ça, s'appuyer sur l'expérience des joueurs cadres. Faire douter le Barça, et puis après, il y aura la part de réussite qui rentrera dans le résultat, mais c'est ça, d'abord apporter le doute. Le coach d'Access, il doit préparer le match comme d'habitude, comme un match lambda, ou alors est-ce qu'il doit préparer ce match d'une manière vraiment particulière, comme c'est un match particulier de toute façon pour Access? Non, connaissant Jesus depuis pas mal d'années, croyez-moi qu'il a l'habitude, il ne changera pas du tout sa façon de faire. Et puis encore une fois, on l'a évoqué la dernière fois, c'est tout le staff qui a un travail complet. Jesus, effectivement, est au-dessus de la mêlée, mais il y a tout le staff derrière qui doit aussi s'y impliquer. Bon, monsieur, vous savez que j'aime bien vous tester, j'y prends goût. Un petit pronostic sur cette rencontre de Ligue des Champions. Après, je vous laisse tranquille et on rend l'antenne. Oh là! Alors, moi, je vais commencer. Je note tout. Ah ouais, il n'y a pas de souci. Non, un match nul et au penalty, après, on va faire appeler Landry N'Gala. Landry N'Gala sur un penalty avec sa patte gauche. Tu m'enlèves les mots de la bouche. J'allais parler aussi pour un match nul. La même chose. Et voilà, décidément, vous copiez beaucoup. J'ai vu sur la Ligue 1, sur la Ligue des Champions, c'est pareil. Exactement. Merci en tout cas. Samir, toi aussi, allez, je veux ton pronostic. Moi, je ne me mouille jamais. J'ai été pourri la semaine dernière, donc je vais avoir du mal à me mouiller. En tout cas, évidemment que je souhaite une victoire d'Access. Par contre, je suis quasi sûr que Nelson va marquer. Donc ne me fais pas mentir. Voilà, vous l'aurez entendu
en exclusivité dans cette émission, le but de Nelson contre le Barça. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à toutes les équipes autour de Nicolas Eberswiller, Sonia Nasser, Mani Pezec et Alexandre Larochelle. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci messieurs de m'avoir accompagné. La semaine prochaine, émission spéciale avant cette rencontre de Ligue des Champions. J'espère que vous serez avec nous pour la suivre. Vive le futsal et donc on se retrouve la semaine prochaine.